Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing et voici tout d'abord les titres de cette édition. Nouvelle encourageante en Irak avec la libération de la ville de Ramadi, une victoire à mettre au crédit de l'armée irakienne face aux extrémistes de Daesh. Première étape de l'accord sur le nucléaire iranien avec le départ d'un convoi d'uranium faiblement enrichi d'Iran vers la Russie. L'Arabie saoudite envisage une réduction prochaine des dépenses en vue de faire face au déficit record du budget de l'État. Le programme de développement des Nations Unies a publié le rapport 2015 sur le développement durable des villes chinoises. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015, selon le département chinois du commerce. Nous débutons cette édition avec le Moyen-Orient où un commandant irakien a déclaré que les forces antiterroristes avaient hissé le drapeau national au-dessus du complexe du gouvernement central dans la ville de Ramadi, dans le centre de l'Irak, un jour après que l'armée eut déclaré victoire sur les combattants du groupe État islamique ici. Le même jour, le premier ministre irakien Haïder al-Abadi a salué les combattants qui ont repris la ville et s'est engagé à libérer Mossoul prochainement. Les forces antiterroristes irakiennes ont hissé le drapeau irakien au-dessus du complexe gouvernemental à Anbar pour y afficher le nom du pays et écrire une nouvelle date dans l'histoire. Nous venons libérer Mossoul et ce sera le coup final et fatal porté à Daesh grâce à l'unité et la grandeur de notre peuple. La victoire à Ramadi intervient après la reprise d'un barrage clé sur la rivière de l'Euphrate en Syrie voisine par une alliance entre les rebelles arabes et kurdes. Il s'agit du premier triomphe majeur des forces entraînées par les Américains depuis son effondrement après un assaut des militants du groupe État islamique il y a 18 mois. Des poches d'islamistes demeurent dans la ville, mais l'armée a déclaré qu'elle n'était plus confrontée à aucune résistance. Ramadi est la capitale d'Anbar, la plus grande province d'Irak, qui est un important carrefour commercial connectant les pays voisins que sont la Syrie, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Anbar borde également les provinces irakiennes de Salahuddin et de Nineveh, toutes étant actuellement aux mains du groupe État islamique. Un analyste politique irakien estime que la victoire à Ramadi revêt une importance cruciale. La reprise de Ramadi a une signification sous deux aspects, stratégiques et spirituels. Sur le plan stratégique, cela réduit les possibilités de déplacement et d'approvisionnement du groupe extrémiste. Et cela implique également une victoire spirituelle sur ce groupe extrémiste, car la province d'Anbar est considérée comme l'une des régions les plus importantes aux mains du groupe État islamique. Les États-Unis ont indiqué qu'un navire transportant plus de 1100 kg d'uranium faiblement enrichi avait quitté l'Iran lundi pour la Russie, ce qui marque la volonté de l'Iran d'honorer l'accord sur le nucléaire du 14 juillet dernier avec les principales puissances dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et l'Allemagne. L'Iran prend des mesures auxquelles il s'est engagé pour prouver au monde que son programme nucléaire est et restera exclusivement pacifique. Et alors que nous n'en sommes pas encore à la mise en œuvre, les premiers pas pris nous rassurent, nous et nos alliés, de façon concrète et mesurable. Donc l'une des étapes les plus importantes a eu lieu plus tôt aujourd'hui, quand un bateau est parti d'Iran pour la Russie avec plus de 25 000 livres de matériaux d'uranium faiblement enrichis. En vertu de l'accord décisif sur le nucléaire, certaines des sanctions américaines, de l'UE et des Nations Unies sur le nucléaire seront supprimées en échange pour l'Iran d'accepter des réductions à long terme sur le programme nucléaire que l'Occident a longtemps suspecté de viser à la création d'une bombe nucléaire. Un point clé de l'accord est l'engagement de Téhéran de réduire ses réserves d'uranium faiblement enrichies en dessous des 300 kg. Et avec une mise en œuvre totale, l'accord sur le nucléaire est supposé écraser le temps dont l'Iran aurait eu besoin pour fabriquer une seule bombe nucléaire à environ une année au moins.
La Cour suprême israélienne a réduit la tendance de l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert de 6 ans à 18 mois. Olmert a été condamné l'année dernière pour avoir accepté 160 000 $ de pots de vin en lien avec un accord immobilier à Jérusalem alors qu'il était maire de la ville. Un mandat qu'il a effectué de 1992 à 2003. Et il fut premier ministre du pays de 2006 à 2009. Olmert sera le premier chef du gouvernement israélien à être emprisonné. Selon de récents rapports de la juridiction de Jérusalem, il débutera sa peine de prison le 15 février prochain. Et l'Arabie saoudite a annoncé ses plans pour réduire le déficit record du budget de l'État, plans qui comprennent une diminution des dépenses, des réformes dans les subventions à l'énergie et des mesures pour accroître les revenus grâce aux impôts et aux privatisations. Les finances du pays ont été affectées récemment par les prix bas du pétrole. Le budget 2016 de l'Arabie saoudite constitue la plus grande réorganisation de la politique économique du premier explorateur mondial de brut depuis une décennie et comprend des réformes politiquement sensibles. Ce budget suggère que le Royaume ne compte pas sur une reprise importante des prix du pétrole de sitôt, mais qu'il se prépare plutôt à une période de plusieurs années de pétrole bon marché. Aujourd'hui, nous annonçons le budget pour l'année 1437-1438 de l'égir fiscale qui a été établi sur fond d'une diminution des prix du pétrole, de défis économiques et financiers régionaux et internationaux, où la croissance économique mondiale a baissé par rapport à son niveau précédent et de manque de stabilité chez certains des États voisins. Le gouvernement a connu un déficit de 367 milliards de rials en 2015, soit 15% de son PIB. Le budget 2016 vise à réduire celui-ci à 326 milliards de rials, ce qui réduirait la pression sur Riyad pour payer ses factures en liquidant des actifs détenus à l'étranger. Ce budget représente le début d'un programme intégré et compréhensif, reconstruire une économie forte sur des fondations solides, qui est de multiples sources de revenus et où l'épargne croisse et les emplois se multiplient, et où la coopération entre les secteurs publics et privés se renforce avec l'adoption continue de projets de développement et de services et le développement de divers services gouvernementaux avec une efficacité croissante de la dépense publique et la remise à plat du système d'aide gouvernementale. Le budget de l'année prochaine envisage des dépenses de 840 milliards de rials, en baisse par rapport aux 975 milliards de rials réellement dépensés cette année. Le ministère des Finances a dit qu'il réviserait les projets gouvernementaux afin de les rendre plus efficaces et de s'assurer qu'ils sont à la fois nécessaires et abordables. L'an dernier, les revenus du gouvernement en provenance des secteurs qui ne sont pas liés au pétrole étaient de 115 milliards de rials. En 2015, ils ont cru de 50 milliards. L'Arabie saoudite va mener un plan plus vaste pour diversifier ses revenus et réduire sa dépendance aux exportations de pétrole. Le ministère des Finances a aussi dit qu'il adapterait les subventions à l'eau, à l'électricité et aux produits pétroliers dans les 5 années à venir. C'est une étape politiquement sensible alors que le Royaume a traditionnellement toujours maintenu les prix domestiques bas comme mesure d'aide sociale. D'autres mesures comprennent une hausse des impôts et des privatisations. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. La première dame du Japon, Akie Abe, a déclaré qu'elle a à nouveau visité le sanctuaire controversé de Yasukuni à Tokyo. Celui-ci honore les millions de Japonais morts pendant la guerre, dont plusieurs militaires de haut rang et des politiciens reconnus coupables de crimes de guerre à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement chinois espère que le Japon pourra respecter sa parole sur les questions relatives à son histoire pendant la guerre. La position chinoise sur les questions relatives au sanctuaire de Yasukuni est claire et cohérente. Nous pressons le Japon de considérer et de profondément se repentir de son histoire d'invasion, de dresser une frontière totale avec le militarisme et de faire des efforts sincères pour accroître la confiance mutuelle et pour procéder à la réconciliation avec ses voisins asiatiques. Quant aux problèmes relatifs à la correction de leur vision de l'histoire, nous espérons que le Japon reste fidèle à lui-même, respecte sa parole et soit cohérent. Le Programme des Nations Unies pour le développement ou PNUD a publié le rapport 2015 sur les villes chinoises engagées dans le développement durable, servant à mesurer le développement humain et écologique du pays. Parmi les 35 villes évaluées dans le rapport,
Wuhan, Changsha, Tianjin et 4 autres villes ont réussi à atteindre un haut niveau de développement humain tout en minimisant les dégâts infligés à l'environnement. Le rapport indique également que Beijing, Guangzhou, Haikou et Changsha possèdent un niveau relativement élevé de développement. Toujours selon le rapport, 35 villes ont connu une amélioration de l'indice de contribution à l'écologie urbaine qui mesure les investissements dans la conservation de l'environnement. Les habitants urbains chinois représentent actuellement 55% de la population totale et selon les estimations, 60% des Chinois vivront dans des villes d'ici 2020. L'élaboration d'un modèle de développement écologique et global est cruciale pour le développement durable en Chine. Selon le PNUT, les villes qui ont réussi à équilibrer les questions de développement et d'environnement peuvent servir de modèle pour celles qui souhaitent atteindre un niveau durable. Le commerce extérieur chinois a maintenu sa bonne tendance en 2015 et réalise de bonnes contributions au développement économique général, selon le département du commerce extérieur du ministère chinois du commerce. Le commerce général, les entreprises privées et les produits électromécaniques ont connu une croissance positive à l'exportation. À notre satisfaction, nos entreprises privées ont surpassé les entreprises à investissement étranger dans les exportations du pays pour la première fois, de 7,3% en 2001 à 44,9%. Je veux insister sur le fait que les exportations sont responsables de l'emploi direct ou indirect de 180 millions de personnes et qu'elles créent 18% du revenu national. Citant des données de l'Organisation mondiale du commerce, le ministère a affirmé que les exportations chinoises étaient bien meilleures que celles de toutes les autres économies importantes de janvier à octobre, avec une part du marché international s'élevant de 12,4% en 2014 à 13,2% en 2015. De janvier à novembre, la baisse des prix du pétrole brut, du minerai de fer, du soja, du cuivre et des importations de gaz ont fait économiser 182 milliards de dollars, ce qui a permis aux entreprises de réduire leurs coûts et d'accroître leur compétitivité. Le ministère dit que la Chine est la plus grosse nation commerciale du monde. Son volume d'exportation représente 392 milliards de dollars, soit davantage que la seconde puissance commerciale, les États-Unis. Le secteur chinois de la logistique continue de se développer rapidement selon des données récentes publiées mardi. Cependant, les analystes disent que malgré un bond de la demande de transport de marchandises, le secteur a toujours besoin de réduire ses coûts pour élever sa marge de profit. La livraison de marchandises en Chine a poursuivi son expansion pendant les 11 premiers mois de 2015. Le total des marchandises livrées a atteint les 200 000 milliards de yuans, soit près de 6% d'augmentation. Tandis que le transport des marchandises industrielles a maintenu une croissance stable, les produits et les services de consommation ont pris de la vitesse. La livraison a atteint un pic à plus de 10% en atteignant 27 000 milliards de yuans. Les revenus du secteur de la logistique n'ont cependant pas suivi cette augmentation. Les revenus totaux pendant la même période étaient d'environ 9 000 milliards de yuans, soit une augmentation de 4%. Et a cru à la même vitesse que pendant les 10 premiers mois. Les analystes disent que le principal contributeur au résultat net, le commerce des marchandises, traverse un moment difficile. Les frais de livraison demeurent dans une situation morose, principalement tirée par l'assouplissement de la demande de marchandises. Le secteur de la logistique est toujours dans une position de marge à profit bas et de coûts élevés. La conférence centrale sur le travail économique de la semaine dernière a souligné que réduire les coûts est l'une des tâches requises pour développer l'économie. Le directeur He affirme que les coûts du secteur chinois de la logistique sont plutôt élevés, représentant environ 10% du total annuel de la production du pays. Le secteur de la logistique devrait améliorer la qualité et la valeur de son service pour devenir profitable. Dans les pays développés, le niveau d'inventaire est inférieur à 5%, tandis qu'en Chine, il atteint près de 10%. Donc dans cette perspective, il nous reste beaucoup à faire pour réduire les coûts et déstocker l'inventaire. La Banque centrale de Chine a publié une réglementation détaillée sur les paiements en ligne émis par des institutions non bancaires visant à contenir les risques du secteur de la finance en ligne. Les nouvelles règles impliquent un enregistrement avec son véritable nom pour tous les comptes de paiement non bancaires. Tous les comptes seront classés en 3 catégories en fonction des différents niveaux de sécurité. Le montant des paiements par le biais de tels comptes pourra s'élever entre 1 000 et 200 000 yuan par année.
Mais les paiements effectués par le biais de plateformes bancaires ne seront pas restreints par ces normes. Les analystes estiment que cette politique vise principalement à éviter que d'importantes sommes d'argent ne soient placées en dépôt sur des comptes de paiement tiers qui sont au-delà de la protection des assurances de dépôt bancaire et laisseraient les consommateurs vulnérables quant à de possibles risques. Et en vertu des nouvelles réglementations en matière de paiement, les consommateurs se verront octroyer un quota annuel de paiement selon leur statut de détenteur d'un compte de crédit. Mais ces mêmes consommateurs sont davantage inquiets quant à savoir si les nouvelles règles vont porter atteinte à leur expérience consommateur. Découvrons ce que les régulateurs et les experts du secteur ont à nous dire. Les règles sur les quotas de paiement sont basées sur les réalités des paiements en ligne. Et cela sera révisé à l'avenir. Le point de base est que les règles n'affecteront pas l'expérience d'utilisation du consommateur, mais qu'à la place, les consommateurs seront assurés quand ils effectueront leurs achats en ligne ainsi que leurs paiements. Les nouvelles règles vont certainement ajouter quelque chose de différent à l'expérience de l'utilisateur, mais nous ne pensons pas que cela changera trop les méthodes de paiement existantes. L'essence de l'innovation financière réside dans la fourniture d'un meilleur service et d'une meilleure expérience aux consommateurs. Les nouvelles règles cherchent à établir un équilibre entre la gestion du risque et l'innovation financière. Des hauts responsables du gouvernement cubain ont accueilli le premier vol direct entre la Chine et Cuba qui a atterri à La Havane. C'est la première liaison entre les Caraïbes et l'Asie. Michael Vos de CCTV était à l'aéroport de La Havane. Le vol 879 de China Airways a atterri dimanche soir à La Havane. Le salut traditionnel a marqué l'inauguration de nouveaux itinéraires du vol 879 de Air China, de Beijing vers Havana via Montréal au Canada. L'ambassadeur de Chine à La Havane et des hauts représentants du gouvernement cubain étaient présents à l'aéroport pour les accueillir. Le Boeing 777 peut transporter plus de 300 passagers et offre maintenant des vols entre la Chine et le Cuba 3 fois par semaine. C'est la première liaison entre les Caraïbes et l'Asie. C'est un lien parfait qui nous rapproche encore plus. Ce vol intervient à l'occasion du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-cubaines qui sont fondées sur la coopération, la solidarité et la fraternité. C'est vraiment important. Air China a montré qu'elle chérissait les relations amicales sino-cubaines et veut aussi contribuer au développement du tourisme cubain. Ces vols vont renforcer les liens politiques, économiques et culturels entre la Chine et Cuba. Cette année, Cuba est devenue la deuxième destination en Amérique latine qui relie des vols de ou vers Beijing. L'autre destination est Sao Paulo, la capitale économique du Brésil. Ici, ils espèrent attirer des touristes ainsi que des passagers voyageant pour affaires. On estime que 30 000 Chinois ont visité Cuba cette année, une petite mais grandissante fraction du record de 3 millions de touristes qui sont venus ici en 2015. Des liens commerciaux solides ont été établis. L'entreprise de télécommunications Huawei bénéficie d'une présence forte ici, ainsi que le fabricant de véhicules Geely qui vend à plusieurs ministères ou compagnies gérées par l'État. Selon l'ambassadeur de Chine à Cuba, près de 110 millions de touristes chinois ont voyagé l'année dernière, plus que n'importe quel autre pays dans le monde. Cuba espère attirer un nombre croissant de touristes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur CCTV français.